Bonjour à tous et bienvenue pour une édition de Maire Info l'interview. Je reçois aujourd'hui Gilles Leproust. Vous êtes maire d'Allonnes, vous êtes vice-président de Le Mans Agglomération et président de l'association Ville et Banlieue. Bonjour. Bonjour. La banlieue n'est pas le problème, elle est la solution. On se rappelle que c'était le slogan qui avait été choisi pour les 40 ans de Ville et Banlieue. Et pourtant, on a l'impression que le regard sur la banlieue ne change pas réellement. Où en est la politique de la ville aujourd'hui et reste-t-elle le parent pauvre des budgets successifs de l'État ? Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est un parent pauvre. D'ailleurs, il y a d'autres budgets qui sont aussi parents pauvres. Et ce qui aggrave, y compris la situation que la politique de la ville est parent pauvre, c'est que le droit commun des politiques gouvernementales est également en baisse. Donc moins plus moins, ça fait beaucoup de moins. Et ça joue au quotidien sur la vie des habitants, sur la vie des associations et bien sûr sur les collectivités que nous essayons, que nous animons pour permettre de relever le défi de l'égalité dans le territoire. La pauvreté augmente dans le pays, toutes les études le disent, toutes les associations caritatives en font le constat. Donc forcément, on imagine que la situation dans les quartiers populaires se dégrade aujourd'hui et qu'elle empire. Est-ce que c'est un constat que vous faites et pourquoi ? Oui, bien sûr, c'est un constat, y compris qu'on fait au quotidien lorsque nous allons rencontrer notamment les associations de solidarité. Je pense au Secours populaire, au Secours catholique, aux Restos du Cœur, qui font un travail remarquable dans des conditions difficiles. Et on voit bien dans les permanences que nous faisons, les élus, quels que soient les quartiers prioritaires à travers la France. Effectivement, les fins de mois sont de plus en plus difficiles. L'avenir des enfants est souvent mis en avant. Comment on peut soigner ? Parfois les questions de mobilité, puis la question de l'emploi. Oui, donc c'est un cumul de difficultés au quotidien pour les habitants. Et dans ce contexte, réponse du gouvernement, on met moins d'argent et dans les collectivités et dans les associations pour permettre justement d'être au plus près, de trouver des réponses. Et justement, pas seulement sur l'argent, mais même sur les structures. Comment est-ce que vous réagissez aux propositions de certains parlementaires qui veulent supprimer, par exemple, l'Observatoire de la politique de la ville, voire même l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine ? Sur l'Observatoire, pour pas être inquiet, tu casses le thermomètre, comme ça tu n'es jamais malade. Il y a un peu de ça derrière. Je trouve que c'est inconséquent, irresponsable d'élus de présenter de telles choses. L'ANRU, il n'y a aucun dispositif qui est parfait, mais quand même tous les maires, quelle que soit leur sensibilité, se félicitent que l'ANRU ait quand même participé, contribué à changer profondément le patrimoine de nos villes qui ont 40, 50, 60 ans. Bien sûr que ça n'a pas réglé la situation des habitants, mais déjà pouvoir vivre dans un cadre, un logement plus agréable, mieux isolé, avec un cadre de vie, des espaces communs qui soient plus agréables, avec des locaux collectifs, piscines, gymnases, maisons de quartier de qualité, ça contribue à redonner de la confiance. Et effectivement, c'est aussi cela qui est remis en cause avec ce budget 2026, puisque le fonds vert baisse. Ils nous inventent un fonds d'investissement territorial qui noie la dotation politique de la ville spécifique pour les quartiers dans un fonds qu'on n'enverra pas le début de la miette, vous voyez, des miettes. Donc voilà, c'est très très préoccupant. Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, la politique de la ville, c'est ce que vous dites depuis longtemps, ce sont des crédits spécifiques qui sont censés s'ajouter à des crédits de droit commun. Le constat que vous faites, c'est que les crédits de droit commun ne sont déjà pas au rendez-vous aujourd'hui. C'est incontestable, il n'y a qu'à voir C'était déjà vrai sur 2025, les années précédentes, ça s'aggrave avec 2026, y compris quand j'entends certains sénateurs, députés, mais ils disent à Paris, quand ils sont dans leur circo, ils ne le disent pas d'ailleurs, ou dans le département, il y a trop d'emplois publics. Mais c'est quoi l'emploi public ? C'est la personne qui soigne à l'hôpital, c'est le pompier qui intervient, c'est l'enseignant qui est devant les enfants dans les écoles, c'est la bibliothécaire dans la médiathèque municipale. Vous voyez, donc c'est une aberration de dire ça. Donc il y a besoin effectivement dans cette période justement où il y a beaucoup de difficultés chez les habitants, de renforcer le service public local. Puis je rappelle quand même que l'État, au lieu de faire peser le déficit, la dette, comme ils disent beaucoup, sur les collectivités, je rappelle que les collectivités, elles équilibrent leur budget. On est très faible dans la dette du pays. En plus, notre dette, c'est pour construire des équipements qui correspondent à l'entente du plus grand nombre. Donc là encore, faux procès. Je reste sur la politique de la ville. Les adversaires de la politique de la ville, je ne sais pas si c'est juste de dire ça, mais on entend ce discours que c'est beaucoup d'argent, beaucoup de milliards, de dizaines de milliards depuis des années et des années, et que finalement, la situation n'évolue pas vraiment. Certains en profitent pour dire que le mieux, c'est de supprimer cet argent. Oui, alors déjà, c'est un débat quand on regarde les chiffres.
l'investissement financier dans nos territoires par habitant, il est inférieur à la moyenne nationale. Donc déjà, premier point. Deuxième point, on ne peut pas réfléchir à la politique de la ville à un temps T. Pourquoi? Parce qu'il y a des habitants il y a beaucoup de mutations, de départ dans nos quartiers. Et souvent, les gens qui, grâce au dispositif particulier de la politique de la ville, ont pu rebondir, avoir un logement, pouvoir avoir un travail, changent de quartier. Et ils sont remplacés par souvent des habitants qui sont plus pauvres que ceux qui l'ont quitté. Donc, vous voyez, faut analyser la politique de la ville sur la durée. Et quand on regarde sur la durée, on voit que, oui, c'est utile la politique de la ville. Et heureusement, il y a cette politique de la ville avec les politiques des villes pour accompagner notamment la vie associative qui apporte beaucoup aux habitants de nos territoires. Je reviens quand même sur le temps T, c'est-à-dire maintenant. La politique de la ville dans le projet de loi de finances, c'est la ligne 147. Que dit cette ligne 147 dans le projet de loi de finances pour l'année 2026? Alors là, c'est des magiciens, c'est Majax. Elle est en augmentation. Mais pourquoi? C'est parce qu'ils ont intégré le financement de l'ANRU. Mais quand on enlève ces 66 millions qui vont aller vers l'ANRU, eh bien, ce qu'on appelle le POP 147, cette politique de contrat de ville, elle va baisser en fin de compte, alors que les besoins sont importants. Et par exemple, le diable se dit dans le détail, le dispositif quartier d'été, eh ben, il est quasiment asséché. Et je ne parle même pas des colos apprenantes, là, qui sont le budget de l'éducation nationale, c'est zéro. Alors que ça nous avait permis dans les villes populaires d'envoyer beaucoup plus d'enfants en colo. Et le quartier d'été, de faire beaucoup d'initiatives dans nos quartiers pour les gens, parce que dans nos quartiers, les gens ils partent peu ou pas en vacances. Et qu'il y a besoin d'avoir beaucoup d'initiatives l'été. Donc c'est ça qui est remis en cause. En gros, c'est la cohésion sociale qui est remise en cause. Mais ce qui est remis en cause, c'est la République tout simplement. Il y a d'autres programmes et dispositifs qui sont remis en cause. Je pense par exemple au Pass Culture, qui visiblement va prendre assez cher. Les crédits d'émissions locales, il y a des inquiétudes. Il y avait même il y a quelques mois des inquiétudes sur l'avenir des CCAS qui étaient remis en question. Oui, bien sûr. On peut rajouter également le Passe-Sport. Ce coup de supprimer le Passe-Sport pour les 6-13 ans en mois de mai dernier, on nous avait dit, les ministres avaient dit, ouais, mais on va travailler pour que ça soit remis en 2026. Résultat, rien de remis, quoi. Donc et ce qui fait que les premières conséquences, c'est qu'il y a moins de gamins de 6-13 ans dans nombre de clubs dans nos quartiers prioritaires, alors que déjà, le nombre de licenciés dans les quartiers prioritaires est inférieur à la moyenne nationale. Vous voyez, donc ça aggrave les inégalités, les discriminations. Et ça, c'est insupportable. Il y a eu un comité interministériel qui s'est réuni en juin dernier sur la politique de la ville, qui a été reporté bien des fois. C'était un rendez-vous que les élus attendaient avec impatience, en espérant que ça pourrait donner une nouvelle impulsion, cette fois décisive. Et le gouvernement a annoncé une liste de 42 mesures pour réduire les fractures territoriales, comme il dit. Pourtant, vous avez été déçus à Ville-et-Banlieue. Pourquoi? Déçus parce que on a fait de nombreuses propositions, on y avait contribué, travaillé. Plein de questions n'ont pas été reprises. Mais déjà, il y a 42 mesures. Nous sommes quand même près de 6 mois après ce Conseil interministériel des villes. Alors c'est vrai, il y a eu plusieurs ministres. Mais quand même, aujourd'hui, il n'y a aucune évaluation. Alors, on a rencontré le nouveau ministre de la Ville et du Logement qui nous a dit qu'il allait mettre en place un comité d'évaluation de suivi. Nous attendons. Alors, il vient cet après-midi dans un débat dans le cadre du Congrès. On va le réinterpeller sur cette question-là parce qu'on a besoin d'apprécier comment se déploient à la fois les 42 mesures, y compris comment se déploie le droit commun dans le territoire. C'était ça l'engagement qui avait été pris au Conseil interministériel des villes. Alors, je reprends cette expression de fracture territoriale qu'a utilisée le gouvernement. On parle souvent de la fracture territoriale entre les territoires ruraux et les territoires urbains. Finalement, il semble que les mêmes problèmes existent dans les banlieues pauvres que dans les territoires ruraux. L'enclavement, la désertification médicale, la diminution des services publics. Est-ce que vous partagez ce constat? Oui, bien sûr. Je pense, mais vous savez, vous connaissez le proverbe, diviser pour mieux régner. Nous, on essaie de ne pas tomber dans ce piège, à la fois ville et banlieue et l'association des maires ruraux, pour dire, oui, nous avons des demandes communes, place du service public, l'école, la santé, les mobilités qui sont aussi des questions importantes. Et d'ailleurs, Ville et banlieue, l'association des maires ruraux, nous avons tenu en juin une initiative dans le département de l'Eure. Nous sommes partis d'un petit village pour arriver à Évreux, pour bien fédérer nos propositions. Et nous avions signé à cette occasion une charte. Et le président de l'époque des maires ruraux est aujourd'hui ministre donc de la ruralité. Donc bon voilà, j'espère que nous allons avoir une oreille attentive pour passer d'une charte à de l'action concrète. Jean-Louis Borloo, quand il était ministre de la Ville, avait promu l'idée d'une cour d'équité territoriale. C'était dans le rapport qu'il avait rendu en 2018 à la demande du président Emmanuel Macron.
D'abord, que pensez-vous de cette idée? Et finalement, de 7 ans plus tard, on a l'impression que pas grand-chose n'a avancé. Bah, cette idée, je rappelle que la mission Borloo avec le rapport dit Borloo, qui a été méprisé par le président de la République, nous l'avions travaillé ensemble. Jean-Louis Borloo, les associations, y compris les ministères, les associations d'élus. Je comprends, on entend bien pourquoi cette cour d'équité territoriale, elle est dans le fond du tiroir. C'est parce que ça mettrait au grand jour la vérité des prix. Et ça casserait les idées reçues, comme certains peuvent dire, il y a trop d'argent mis dans les quartiers. Donc oui, c'est une question qui est juste. Alors, il faut voir dans quelle forme il faut la mettre en œuvre, mais on a besoin d'avoir un observatoire. D'ailleurs, il n'y a pas de cour d'équité, mais en plus, ils veulent supprimer l'observatoire. Alors, vous voyez bien, il y a une logique quand même. Hein. Ils veulent rien avoir circuler. Ben, nous, on va continuer à se battre, à se mobiliser pour permettre que les gens, ce que certains appellent les invisibles, ils deviennent des visibles. Parce qu'ils font République, c'est 6 millions d'habitants dans nos quartiers prioritaires. Et donc nous avons la volonté qu'ils aient la parole. Au-delà des quartiers eux-mêmes, il y a l'environnement économique. On sait qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de fermeture d'entreprises et parfois même de très grandes entreprises qui menacent de fermer. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, j'imagine, vous inquiète et aura des répercussions directes sur la vie dans les quartiers populaires? Incontestablement, parce que lorsqu'il y a des baisses des fermetures d'emplois ou des suppressions d'emplois, des fermetures d'entreprises, excusez-moi, il y a les emplois eux-mêmes, il y a tous les emplois indirects, le nettoyage, la cantine de l'entreprise. Et souvent, des habitants, les salariés de ces entreprises travaillent dans nos quartiers prioritaires. Donc effectivement, ça va aggraver et le chômage, ça va aggraver la précarité. Et donc ça va dégrader la vie des habitants, alors que déjà, elle est considérablement dégradée. Sur le sujet sport, vous l'avez évoqué tout à l'heure en parlant du passeport. Est-ce que, on a beaucoup parlé, les JO, il y avait l'héritage au niveau sport de haut niveau et puis il y avait l'héritage au niveau des communes et au niveau des quartiers populaires. Est-ce que les JO ont eu un impact sur la pratique du sport et avez-vous les moyens d'y faire face dans les banlieues? Alors les JO, les Jeux Olympiques et Paralympiques ont été un magnifique moment de fête populaire. Enfin, le gouvernement a parlé d'héritage. C'est plutôt le déshéritage qu'il faut voir, parce que le budget des sports, qui est, je rappelle, 0,17% de budget de l'État, est encore en baisse. Le passeport pour les 6-13 ans massacré, supprimé, et en plus le dispositif 5000 équipements de proximité, là aussi ponctionné. Donc concrètement, aujourd'hui, les fédérations le disent, les acteurs locaux des clubs dans nos villes sont en grande difficulté, ils sont très inquiets parce qu'il y a besoin d'équipements, il y a besoin d'éducateurs. Un éducateur, ça se paie, mais faut-il y ait l'argent? Quand on voit aussi que les emplois aidés, il n'y a aucune certitude, vous voyez, c'est plutôt beaucoup de nuages noirs, alors qu'il y a besoin et que il y a des besoins importants et que le sport dans nos territoires est quand même un terreau de vivre ensemble, de sociabilité. Et je rappellerai quand même que lorsqu'on regarde d'où viennent beaucoup de médaillés olympiques français, ils ont commencé le sport dans nos quartiers populaires, hein, avec les bénévoles qui, tous les soirs et le week-end, sont là gratuitement pour accompagner, aider et faire que les mômes puissent prendre du plaisir. Et puis celles et ceux qui peuvent se développer deviennent des sportifs et certains des médaillés olympiques. On va terminer sur une question un peu plus générale. Le président Lisnard disait hier que le mandat 2020-2026 avait commencé dans le confinement et fini dans le capharnaüm politique. Quel regard vous portez sur ce mandat qui a été le mandat de toutes les crises finalement? C'est un mandat difficile de la situation générale que vous venez de dire. Dans le même temps, moi j'essaye de prendre un petit peu de hauteur parce que d'une, quand on accepte d'être maire ou élu, c'est qu'on a cet engagement. Mais je pense surtout que moi, c'est les conséquences de ces 6 ans sur la vie des habitants. Parce que quand on est élu local, notre objectif, c'est que dans l'action que nous menons au quotidien, c'est de mesurer qu'est-ce que ça peut apporter de positif pour les habitants ou les associations. Voilà, donc difficile, mais dans le même temps, les maires n'ont pas baissé les bras. On a innové, on a résisté, on a continué à développer le service public local. Et je ne doute pas que la génération 2026-2032 va continuer. Et puis, faut qu'elle résiste, faut qu'elle interpelle le gouvernement, faut qu'on exige que les élus locaux soient traités avec respect pour permettre de traiter avec respect les habitants des territoires. Et sur la situation politique qui est celle qu'on vit aujourd'hui avec ces gouvernements qui se succèdent et cette assemblée un peu introuvable, quel regard portez-vous sur cette situation et sur les conséquences très directes que ça peut avoir sur vos communes? Moi, ma grande inquiétude, c'est le défi démocratique. Quand les gens que je rencontre me disent qu'ils ne croient plus à la politique, c'est un enjeu démocratique parce que c'est la porte ouverte
à certaines forces très obscures, très négatives. Et donc voilà, c'est ça qui m'inquiète. Et je souhaite que les députés, les sénateurs, au moins pour les collectivités, mais au-delà d'ailleurs, entendent ce qui monte des territoires et y répondent et que le gouvernement entende y compris ces messages, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est une sorte de fin de non-recevoir ou des réponses à l'emporte-pièce. Il y a besoin de sérieux, il y a besoin que tous ensemble, on contribue à ce que les 3 beaux mots qui sont inscrits sur les mairies, liberté, égalité, fraternité, ne soient pas uniquement inscrits sur nos façades de mairie, mais rentrent concrètement dans la vie des habitants. Moi, personnellement, comme élu, c'est à ça que je veux consacrer mon temps. Une dernière question. Sébastien Lecornu va venir demain, le Premier ministre. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Quelles annonces pourraient commencer à vous rassurer? Qu'il remette, qu'il écoute, on a à peu près estimé à 7,5 milliards, 8 milliards de conséquences en moins pour les collectivités dans le budget 2026, qu'ils nous disent demain, on restera au niveau de 2025. Voilà, je crois que ça serait une nouvelle. Bon, on est à quelques mois de Noël, donc on peut un peu croire un peu d'espoir. Mais c'est ça la réponse pour à la fois rassurer les élus, mais surtout rassurer les habitants, les associations de nos territoires. Donc, mais va-t-il le faire? La réponse lui appartient. Nous serons très attentifs demain après-midi. Eh ben, réponse demain. Merci beaucoup Gilles Leproust et bonne journée à vous et bonne fin de congrès. Merci. Au revoir. Au revoir.